Bonjour et bienvenue dans Du vent sous la robe, le podcast qui vous emmène à la rencontre d'acteurs innovants qui construisent le droit de demain. Je suis Laetitia Jacquier et dans cet épisode, j'accueille Jessica Batelier. Avant de vous parler un peu plus de cet épisode et des sujets qu'on a abordés avec Jessica, pour ceux qui n'auraient pas encore écouté mon épisode, j'ai lancé des ateliers de co-développement du vent sous la robe pour vous aider à trouver des solutions innovantes aux problématiques que vous rencontrez dans votre exercice professionnel. Pour en savoir plus sur le co-développement et sur ces ateliers, je vous invite à écouter mon précédent épisode. Et sinon, vous avez aussi plein d'informations et aussi des témoignages d'avocats étant passés à l'action sur mon site internet duventsousslarobe.com, dont je mets le lien en note de l'épisode. Je serai ravie de vous accueillir dans ces ateliers, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Alors cet épisode, il est un peu particulier parce qu'en fait, dans ce contexte un peu morose où on entend beaucoup d'informations assez pessimistes, assez inquiétantes sur la situation économique, sur la perte de collaboration, sur l'impact de la crise sanitaire sur la profession d'avocat, etc. J'ai voulu montrer l'exemple d'une avocate, Jessica, qui s'est mise à son compte en plein premier confinement. Parce que j'avais envie de montrer que, en fait, c'est possible de se lancer en ce moment et que ça peut fonctionner, en fait. Et ce que je trouve intéressant dans le profil de Jessica, c'est qu'elle a su tirer profit des outils digitaux pour développer son activité. À un moment où on pourrait penser que c'est pas vraiment le moment de se mettre à son compte. Et donc, avec Jessica, on a parlé de comment le digital et les réseaux sociaux peuvent être un incroyable vecteur de développement d'activité quand on se met à son compte, mais aussi quand on est déjà installé et qu'on a soit envie de développer sa clientèle, soit de développer sa clientèle dans un nouveau secteur. Et puis, on a aussi parlé du réseau 1900, qui est un réseau de femmes avocates qui a été créé par Jessica et Christine Méjean, qui est une autre avocate. Bonne écoute! Bonjour Jessica, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je suis ravie de te recevoir dans ce podcast. Bonjour Laetitia, merci pour l'invitation. Jessica, tu es avocate et tu t'es mise à ton compte en plein premier confinement avec l'ambition de construire un cabinet 100% digital. Exerçant en droit de la famille et en droit des affaires, qui sont des matières assez répandues dans notre profession, tu as souhaité te positionner comme l'avocate des femmes entrepreneurs. Et tu es également très active sur Instagram, un média encore peu utilisé par les avocats. Mais tu as également créé le réseau 1900, un réseau de femmes avocates. Jessica, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours et de ce qui t'a conduit à t'intéresser au droit et puis plus spécifiquement à l'innovation dans le domaine du droit? Oui, alors merci pour ce résumé. Effectivement, ça reprend bien l'évolution de mon cabinet de ces derniers mois. Alors sur mon parcours, j'ai un parcours assez classique. J'ai fait donc mes études de droit à Dijon, la ville où j'exerce encore donc aujourd'hui. Et j'ai eu la chance d'être aux côtés d'un avocat assez innovant en droit des affaires, donc d'avoir tout de suite cette fibre entrepreneuriale. C'est d'ailleurs certainement la raison pour laquelle je me suis orientée vers le droit des affaires. Mais j'ai constaté que les besoins en droit ne devaient pas être cloisonnés. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand j'ai décidé de créer mon cabinet, je me suis vraiment interrogée sur ce que j'avais envie de faire et surtout à qui j'avais envie de proposer un accompagnement. Et c'est assez naturellement que ma cible de clientèle a été définie. Alors ça a été un choix quand même compliqué à faire puisque, comme on dit, choisir c'est renoncer. Mais en même temps, ça me paraissait être une évidence aussi bien de par mon expérience personnelle que de par finalement la composition même de ma clientèle. Et c'est ainsi que j'ai choisi de m'adresser essentiellement, ce n'est pas exclusif, mais en tout cas essentiellement à des femmes qui se retrouvent dans des situations de transformation aussi bien personnelles que professionnelles. Puisque j'ai constaté que souvent un divorce pouvait entraîner vers une reconversion professionnelle ou inversement. Et donc c'est là où cette double casquette, puisque je me suis formée au droit de la famille sur le tas en étant collaboratrice auprès d'une avocate qui faisait essentiellement donc cette matière, et je me suis dit autant optimiser, autant parier sur ces deux casquettes et trouver une façon de les lier. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, je construis cet accompagnement global pour mes clientes. Et donc ce positionnement que tu as choisi, est-ce qu'il était avant tout guidé par ta volonté d'aider les femmes qui peuvent être confrontées à une séparation et aussi à une reconversion, à la naissance d'un projet entrepreneurial, etc.
Ou est-ce que c'était aussi une volonté de ta part de te différencier dans des matières qui sont, comme je disais tout à l'heure, exercées par beaucoup d'avocats, ou est-ce que c'est un mélange de tout ça? Alors c'est un petit peu un mélange des deux. En fait, j'avais la volonté de justement me positionner en fait, puisque quand j'ai créé mon cabinet, je l'ai vraiment envisagé comme une création d'entreprise. Et donc la question de la clientèle et de la cible de clientèle est primordiale par rapport justement à un prévisionnel, de savoir à qui on va s'adresser et donc ensuite comment acquérir cette clientèle. Et donc ensuite c'est venu par rapport effectivement à mon ressenti, à mon expérience, à la composition de ma clientèle au moment où je me suis lancée. Et vraiment je voulais décloisonner. Donc en fait j'avais deux possibilités. Soit je me positionnais sur telle matière et j'essayais de toucher une niche par exemple. Soit moi j'ai plutôt fait le choix de m'adresser à telle clientèle. Donc c'est comme ça que ça s'est fait. Ok. Et quelles ont été les réactions face à ce positionnement? Est-ce que c'est quelque chose qui a été bien accueilli? Alors globalement, moi j'ai eu que des retours positifs. Ça a suscité l'intérêt. Et puis je pense que ça attire effectivement du coup ma clientèle cible, puisqu'elles savent qu'elles peuvent venir vraiment en toute confiance et que je comprendrai certainement mieux que peut-être un autre leurs besoins. Et est-ce que ce positionnement, il émane aussi d'un vécu personnel, enfin d'une volonté peut-être d'avoir été accompagnée de cette façon à un moment de ta vie et du coup de l'apporter aux femmes aujourd'hui? Alors, il est clairement lié effectivement à une expérience personnelle. J'ai connu finalement à la fois la reconversion professionnelle ou en tout cas de gros questionnements par rapport à ma profession et d'autre part de façon beaucoup plus personnelle une situation de séparation avec un enfant en bas âge. Donc effectivement en 2018 j'ai fait un burn-out qui m'a conduit à quitter la profession pendant presque 2 ans. Et j'y suis revenue plus forte parce que j'avais bénéficié d'un accompagnement spécifique. Et donc, je pense qu'il est primordial lorsqu'on traverse des situations compliquées de se faire accompagner. Et donc, moi, par l'intermédiaire du droit, je peux apporter des réponses et je peux apporter un soutien à des phases de transformation. Et justement, quelle est ta vision du rôle de l'avocat? Alors l'avocat, il doit être là, je pense aujourd'hui vraiment pour accompagner. Moi, j'ai cette vision de l'avocat qu'on contacte dès qu'on a un projet, par exemple, que ce soit aussi bien dans sa vie personnelle que professionnelle. Dès qu'on sent que voilà, on va s'engager dans une relation ou au contraire s'en défaire, que ce soit en couple, que ce soit professionnellement, eh bien j'aimerais que les personnes aient ce réflexe de l'avocat qui saura anticiper et qui saura sécuriser ces relations et à un coût limité, puisque j'aimerais que les clients prennent conscience du fait qu'il vaut mieux payer maintenant tant plutôt que d'encourir un risque parfois 10 fois plus élevé par la suite si on n'a pas été conseillé en amont. Tout le rôle de l'avocat aujourd'hui doit être justement dans cette prise de conscience et dans cet accompagnement proactif du client pour lui faire prendre conscience de ses besoins en droit. Et comment tu fais pour justement emmener tes clients sur ce chemin-là d'un accompagnement long terme, de changement aussi de mentalité, dans le sens où finalement ils viendraient te consulter plus en amont ou en prévention sur certains besoins, que comme ça peut être le cas pour beaucoup d'avocats, un peu comme le pompier qui vient éteindre l'incendie? Alors je pense que le mot-clé pour ce changement de mentalité, c'est vraiment l'information. Et c'est pour ça que j'ai fait le choix très rapidement de me positionner sur les réseaux sociaux pour justement montrer la facette de mon métier que je veux défendre et pour que les personnes petit à petit prennent conscience de la nécessité d'anticiper les situations plutôt que d'avoir recours à l'avocat uniquement pour éteindre les incendies. Je sais que tu es assez active sur Instagram. Pourquoi avoir choisi ce réseau plus qu'un autre? Plus que LinkedIn, par exemple? Alors, c'est un choix un petit peu du cœur, puisque Instagram, c'est un réseau que j'affectionne à titre privé, qui permet de laisser vraiment libre cours à sa créativité. Et parfois, on a un peu cette image de l'avocat, justement, qui est bridé, qui n'est pas très créatif. Or moi, c'est une facette que j'avais envie d'explorer et donc on peut même s'amuser en fait en utilisant Instagram, en créant des visuels, etc. Donc il y a ce côté créatif et il y a ce côté où vraiment on y trouve une communauté.
ce ne sont pas simplement des abonnés. Quand on utilise cet outil vraiment dans ce qui peut apporter de meilleur, on est vraiment en contact avec des gens qu'on n'aurait pas rencontrés ailleurs. Et donc, ça me permet vraiment d'ouvrir des horizons et d'ouvrir des échanges avec des personnes qui ont besoin éventuellement de mes services ou simplement qui trouvent enfin un avocat accessible qui va répondre à leurs questions. Et donc, c'est un peu comme ça que le choix d'Instagram est né. LinkedIn, je fais quelques publications de temps en temps, mais qui seront plus pour informer sur les actualités de mon cabinet, mais qui n'ont pas vocation à fédérer une communauté autour de mon cabinet. Et quand tu t'es lancé à ton compte, tu avais en fait au départ assez peu de clients. Est-ce qu'Instagram, justement, ça a été un moyen de développer ta clientèle? Est-ce que tu as des clients aujourd'hui, clients-clientes, que tu as obtenus grâce à Instagram? Oui, alors aussi surprenant que ça puisse paraître, effectivement, ça peut être un moyen d'acquisition de clientèle. Alors plus généralement, je dirais que Internet permet effectivement d'acquérir des clients, donc on parle des réseaux, mais évidemment la première pierre que j'ai posée au moment de m'installer, ça a été la création de mon site Internet, que j'ai voulu vraiment à mon image et sur lequel j'ai pu mettre à disposition des outils, notamment de réservation de rendez-vous, qui fonctionnent bien et qui permettent d'avoir une gestion dématérialisée de la relation client. Mais en tout cas, je pense que globalement, aujourd'hui, moi, j'ai vraiment fait le choix d'Internet pour acquérir de la clientèle et que l'investissement que j'ai depuis quelques mois sur les réseaux sociaux commence à payer avec des dossiers à la clé. Tu parlais de ton site internet. Qu'est-ce que tu as voulu transmettre, faire passer comme message au travers de ton site? Qu'est-ce que tu as fait de différent? Alors déjà, je l'ai voulu très transparent sur mes honoraires, puisque dans beaucoup de cas, on voit un onglet honoraires où on rappelle qu'on peut facturer au forfait au temps passé, savoir si on accepte l'aide juridictionnelle ou pas, mais on n'a pas énormément de sites qui font vraiment apparaître clairement leurs tarifs. Donc moi j'ai mis en place des packs qui permettent d'avoir accès à l'avocat pour telle ou telle situation et qui englobent vraiment toutes mes prestations dans ce pack. Et ensuite, je suis transparente par rapport à mon taux horaire qui est affiché, qui est unique et qui s'applique à tous mes clients. Et j'ai mis un lien aussi vers mes conditions générales d'intervention. Ok. Et est-ce que quand tu dis pack, ce sont en fait des forfaits avec un prix déjà déterminé? Comment ça se passe au niveau de la facturation? Est-ce que tu factures au forfait, à l'heure, à l'abonnement? Alors, les packs affichent clairement donc des forfaits. J'essaye au maximum de prévoir des forfaits. Et lorsque le dossier ne s'y prête pas, compte tenu d'une difficulté particulière ou d'une spécificité particulière, alors je vais plutôt appliquer un taux horaire, mais qui sera encadré avec un minimum et un maximum. Comme ça, le client, ça reste toujours prévisible pour lui. Et on n'a pas de mauvaises surprises. Et ensuite, si des situations se présentent qui n'auraient pas été comprises dans la lettre de mission à la base, eh bien on fera un avenant et on en discutera vraiment de façon ouverte en disant ce que vous me demandez ne fait pas partie de ma mission. Donc je vous propose d'intervenir pour tel forfait ou à tel taux horaire avec un nombre estimé de temps d'heures. Et c'est vraiment la base. Et depuis que je fonctionne comme ça, vraiment on aborde la question sereinement des honoraires et du coup évidemment derrière en termes d'encaissement les choses se font de façon beaucoup plus limpide. Et est-ce que tu mets à disposition de tes clients sur ton site internet des ressources, par exemple, je sais pas, des fiches juridiques sur un élément donné, enfin des éléments juridiques qui peuvent les aider, qui sont pas évidemment une consultation juridique, mais qui sont des éléments d'information juridique? Oui, alors je le fais de deux façons. J'ai un blog que j'essaie d'alimenter régulièrement avec des articles de fond sur certaines questions juridiques. Et j'ai mis en place une boîte à outils qui permet d'avoir des liens vers des ressources, alors qui peuvent être soit des ressources utiles en fait pour toute procédure, par exemple l'attestation de témoin, le client peut la trouver sur mon site de façon très facile. Et je mets, dès que je réalise une infographie, j'essaie de la mettre en ligne sur mon site internet. La dernière en date, par exemple, que j'ai mis en ligne cette semaine concerne le dépôt d'une marque. Donc j'ai eu plusieurs demandes sur ce sujet, donc je me suis dit autant faire une infographie que je puisse mettre à disposition de mes clients très facilement, et puis je l'ai intégrée à ma boîte à outils.
Et est-ce que il y a d'autres infographies que tu as fait sur d'autres sujets pour donner un peu des exemples de ce que tu peux proposer à tes clients? Alors pour le moment, les infographies que j'ai sont plutôt en droit de la famille. J'en ai une sur le divorce par consentement mutuel, par exemple. Et puis voilà, il y en a d'autres qui vont venir sur d'autres sujets plutôt en droit des affaires. Mais bon voilà, c'est quand même un document qui prend du temps à faire finalement. Mais en tout cas, je trouve que le legal design de manière générale est vraiment une valeur ajoutée par rapport au fonctionnement de mon cabinet, puisque ça permet de donner des documents voilà clairs et intelligibles pour le client et pour les futurs clients éventuellement lorsque les documents sont en ligne. Et donc vraiment moi c'est une notion qui me parle beaucoup, puisque je trouve que la notion de langage juridique clair est primordiale, et moi ça a toujours été ma façon de fonctionner. J'essaye vraiment de vulgariser, d'informer sur le droit, et donc voilà, ces nouveaux outils qui sont à notre disposition sont assez formidables pour l'exercice de notre profession. Le legal design, est-ce que tu appliques toute la méthodologie dans sa conception générale qui est se centrer vraiment sur les besoins de tes clients et de demander des retours, etc. Est-ce que tu l'appliques, là tu en parlais plutôt pour l'aspect visual design et langage clair, donc la présentation du contenu juridique? Alors, je pense que je m'en sers pour les deux aspects, à la fois réponse aux besoins du client et présentation. Les besoins du client, alors en fait, moi, ils se matérialisent plutôt sous la forme d'audit. La méthodologie que j'ai mis en place, par exemple, pour constituer des documents juridiques comme les conditions générales de vente, j'adresse en fait au client dans un premier temps un audit commercial sous forme de tableau en fait à remplir. Et ça lui permet donc de réfléchir en fait à son projet, à son entreprise, souvent sur des sujets auxquels il n'aurait pas pensé s'il n'y avait pas eu cet audit. Et ensuite, on va débriefer ensemble pour que moi je traduise ses besoins en juridique, en droit. Donc oui, les besoins du client, de toute façon, ils sont primordiaux dans la valeur ajoutée que je peux apporter. Et puis ensuite, l'aspect visuel n'est que du bonus finalement à ce qu'on peut produire. Et justement, sur le contenu, on parlait de langage juridique clair. Comment tu t'y prends? Parce que c'est vrai qu'on a quand même eu une éducation, un langage tout particulier qui est le langage juridique. À force de lire, de l'entendre, de l'utiliser, il peut y avoir un peu une déformation professionnelle. Comment tu t'y prends pour avoir un langage le plus clair possible? Quels sont tes points de vigilance, un peu ta méthode pour t'assurer que ton langage juridique est toujours clair? Alors, la clé, à mon sens, c'est de se mettre à la place du client et effectivement de se dire, alors pendant 2 secondes, je ne suis pas juriste, je lis avec un regard extérieur ce que je viens de décrire, est-ce que c'est compréhensible ou pas? Donc là, il y a un vrai effort de se mettre à la place du client, et il y a quand même certains mots techniques qu'on ne doit pas négliger puisqu'ils ont un sens. Donc à ce moment-là, utiliser des définitions et des exemples concrets surtout. C'est ça qui permet la compréhension, c'est l'illustration de certains termes techniques. On peut tout à fait les mettre à la portée du client en illustrant. Et je reviens un peu sur Instagram. Je sais qu'il y a pas mal d'avocats qui s'interrogent un peu sur est-ce que je dois utiliser Instagram, est-ce que ça peut m'aider dans mon développement de clientèle, etc. Comment s'y prendre. Est-ce que tu penses que Instagram est adapté à tout type de clientèle, à tout type de domaine du droit, ou est-ce que c'est plus adapté à certains pans, certains types de clients? Alors là, encore une fois, la question qu'il va falloir se poser quand on s'interroge sur Instagram, c'est est-ce que ma cible de clientèle y est? Moi qui vise essentiellement des femmes, je sais que c'est un réseau qui est majoritairement utilisé par des femmes, que quand on est dans des situations de reconversion, on est dans une tranche d'âge qui peut être assez large, mais là encore qui correspond aux abonnés qui utilisent Instagram. Donc moi, je savais clairement que ma cible se trouvait sur Instagram. Donc je pense que peu importe la matière qu'on pratique, on a sur Instagram des avocats pénalistes comme fiscalistes. Donc voilà, la matière importe peu. La question primordiale, c'est vraiment est-ce que ma cible de clientèle se trouve sur ce réseau ou pas? Et est-ce que tu penses que, par exemple, si tu vises une clientèle d'entreprise, mais qui soit pas forcément des auto-entrepreneurs, hein, c'est une cible de clientèle que toi tu vois sur ce type de réseau, ou est-ce que c'est plutôt des particuliers ou des individuels?
Alors sur Instagram, il y a de plus en plus de marques qui sont présentes. Donc il y a effectivement beaucoup d'entreprises en réalité. Donc on le voit pas forcément. Alors après, il faut savoir faire la part des choses entre les comptes qui seront animés vraiment par un community manager et donc où on n'aura pas le lien direct avec le décisionnaire et donc là, ce sera plus compliqué d'acquérir des dossiers par ce biais-là. Et les marques qui se lancent, qui sont jeunes, qui n'ont pas encore de community manager et on sait que c'est le dirigeant ou le décisionnaire qui anime lui-même le compte. Et donc là, oui, il y a un vrai potentiel. Après, bien sûr que les entreprises de plus grande taille qui auront recours à des prestataires pour animer leur réseau, sera plus compliqué de les toucher et à ce moment-là, peut-être que LinkedIn sera plus adapté. Donc voilà, ça dépendra un petit peu de comment l'entreprise gère elle-même ses réseaux sociaux. Et est-ce que tu peux nous donner des conseils, des astuces pour une communication réussie sur Instagram? Parce que la communication, elle est assez différente sur Instagram que par exemple sur LinkedIn. Oui, alors, ce qui n'est pas vraiment une astuce, mais un conseil, c'est vraiment l'authenticité. C'est le mot-clé qui revient très très souvent quand on parle d'Instagram et c'est ce que les personnes attendent, c'est de montrer les dessous du métier, de montrer le quotidien de l'avocat, de montrer qu'on n'est pas juste avocat, que j'ai aussi une vie de maman, que j'ai aussi des week-ends, que j'ai aussi des moments où ça va pas, des moments où ça va bien, et toujours impliquer la communauté en leur posant des questions, en leur demandant leur avis sur tel ou tel post ou publication qu'on fera. Donc voilà, il faut vraiment avoir ce rapport de proximité et d'authenticité avec sa communauté. Donc finalement, ce que tu dis, c'est que quand tu communiques sur Instagram, il faut quand même être prêt aussi à montrer qui on est, à montrer un peu de sa vie personnelle, enfin, pas uniquement son image professionnelle. Alors, il faut quand même se fixer des limites. Moi, je trouve que c'est important de ne pas totalement mélanger, mais on peut, juste le dire, le suggérer, sans forcément mettre des photos de ses enfants sur Instagram. Ça, d'ailleurs, moi, je le déconseille. Donc, vraiment, il faut être clair avec ses limites sur ce que je montre, ce que je montre pas. Moi, par exemple, je travaille beaucoup à la maison, donc ça m'amuse de mettre des photos de mes chats. Les chats, ça marche bien sur Instagram. Mais en revanche, je n'ai jamais publié une seule photo de mon fils sur Instagram parce que ça, c'est une limite que je refuse de franchir. Donc c'est quand même important de respecter ses propres limites et de ne pas tout mélanger. Mais c'est une communication où tu vas plus mettre en avant ta personnalité que par exemple sur LinkedIn où c'est quand même plus pro comme communication dans le sens où tu montres plus des choses que tu fais que de dire des choses sur toi. Oui, c'est vraiment axé sur soi, sur les dessous du métier. C'est vraiment ça, voilà, les photos où quand tu dis que t'as pas eu le temps de prendre de pause déj, ou enfin hier j'ai fait une story sur mon agenda parce qu'en ce moment c'est un peu la catastrophe. En fait, le visuel fait que tu publies une photo de ton agenda, les gens ils comprennent tout de suite, ça les fait réagir, et c'est ça qu'on cherche en fait sur Instagram, c'est susciter de la réaction et les échanges, alors que sur LinkedIn, on attendra plus du contenu technique, je pense. En fait, c'est important d'interagir avec ta communauté sur Instagram si tu veux augmenter justement cette communauté et avoir une certaine visibilité. Oui, c'est très important. Alors en fait, l'indicateur qu'on utilise pour savoir effectivement si un compte fonctionne entre guillemets ou pas, c'est ce qu'on appelle le taux d'engagement. Donc en fait, on va comparer le nombre de comptes atteints avec nos publications et le nombre de réactions. Et donc quand on a un taux d'engagement d'au moins 8%, on considère on est sur un compte qui a plutôt une belle activité. Moi, je suis autour des quasiment 20% en fait de taux d'engagement, donc qui est un score très très bon. Et c'est parce que je pose tout le temps des questions, je réponds, je reviens, voilà. Et donc ça, c'est vraiment ce qu'il faut atteindre sur Instagram. Et est-ce que tu utilises aussi les stories, les petits outils de sondage qui existent sur Insta? Alors complètement, oui, et c'est même ça que je fais prioritairement parce que les posts, là en ce moment, je suis plutôt à un rythme d'1 à 2 par semaine et pas plus. En revanche, je publie en story au moins une fois par jour parce que c'est vraiment ça qui va maintenir le taux d'engagement et systématiquement, je fais des petits sondages, des petites questions. C'est ça quand je disais poser des questions, en fait, c'est vraiment mettre des petits stickers pour que les gens puissent réagir à mes stories. Et donc, en fait, ce qui fonctionne le mieux sur Instagram, c'est vraiment les stories par rapport à des posts classiques. Alors en fait, les stories sont vraiment l'outil essentiel pour garder ce lien, pour que les gens reviennent sur ton compte quotidiennement. Maintenant, ce que les gens regardent le plus, c'est vraiment les petites stories qu'il y a en haut d'Instagram, plus que les posts qui vont défiler et qui vont à peine prendre le temps de lire en fait. Donc a priori, d'après ce que j'ai compris pour l'algorithme d'Instagram, interagir en story, c'est vraiment très important.
Et je crois que tu as fait le choix de te faire accompagner par un coach Instagram. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as fait ce choix-là et en quoi ça t'aide au quotidien dans justement cette quête de visibilité? Alors effectivement, c'est un choix alors qui s'est présenté à moi en fait d'une entrepreneur qui se lançait dans ce coaching Instagram et puis elle m'a proposé de tester ses services contre on va dire échange de bons procédés. Donc voilà, c'était l'occasion pour moi effectivement de me faire accompagner par une professionnelle pour justement optimiser les outils d'Instagram et vraiment le transformer en compte professionnel qui me permettent de vendre aussi mes prestations et pas simplement de fédérer une communauté. Et donc, elle m'a apporté des outils déjà pour vraiment connaître le fonctionnement de l'algorithme Instagram, avoir des astuces sur les bonnes pratiques et puis avoir un suivi aussi en termes de statistiques parce que si on n'a pas, enfin c'est comme pour toute action qu'on met en œuvre, si on ne fait pas un suivi en termes de retour sur investissement, finalement ça sert quasiment à rien. Ça me permet de savoir ce qui a fonctionné, ce qui a moins fonctionné et d'être plus efficace sur ce réseau. Et tu vois vraiment la différence depuis que tu te fais accompagner par rapport à ta visibilité, enfin à l'impact qu'a ta communication sur Instagram? Alors la grosse différence c'est que ce que je fais, je sais pourquoi je le fais. Alors qu'avant, je tâtonnais un peu, j'essayais, je dis tiens, je ferais bien un truc là-dessus, voilà. Là maintenant, je sais que si je fais une story, il faut en faire 2 pour que les gens restent sur le compte, mais 2 stories par jour d'affilée, ce sera largement suffisant. Mais en revanche, il faut que je le fasse tous les jours pour assurer cette régularité. Et quel pourcentage de ta clientèle actuelle vient d'Instagram, à peu près? Alors, en pourcentage, c'est difficile à dire, mais de manière générale, je pense que par rapport aux réseaux sociaux, on est quand même bien à au moins 10%, et ça ne fait qu'augmenter, en fait. C'est ça surtout qui est important. Sachant que de manière générale, en termes de composition de ma clientèle, je pense que j'en ai à peu près 50% liés à de la recommandation et 50% liés à de l'acquisition via Internet. D'accord, ok. Et sur la recommandation, est-ce que tu avais envie aussi de créer un espèce d'écosystème de professionnels qui seraient pas uniquement des professionnels du droit et avec lesquels peut y avoir un échange un apport d'affaires, quoi? Alors complètement, moi ça a été une de mes priorités quand je me suis installée, ça a été vraiment de développer mon réseau puisque on sait que c'est quand même très très important et la recommandation permet vraiment d'acquérir de la clientèle et ça reste encore un moyen très efficace. Après, ce que je voulais, c'était vraiment me mettre en lien avec des personnes qui partageaient mes valeurs et qui soient très complémentaires avec ce que je propose. Donc, notamment, je travaille maintenant très régulièrement avec une experte comptable qui est installée à son compte. Et donc, on s'apporte mutuellement des dossiers. On a vraiment une vision assez similaire de nos métiers respectifs. Ce qui fait que ça fonctionne très bien. J'ai aussi une notaire et donc ça permet une fois encore de faire des apports réciproques de dossiers et voir aussi de s'appeler aux besoins sur telle ou telle problématique un petit peu technique et ça permet d'obtenir des réponses rapides sur certains sujets. Donc ça reste vraiment primordial. Mais j'avais à cœur de développer mon propre réseau avec mes valeurs. Et alors LinkedIn et les réseaux sociaux ont aidé dans cette création du réseau parce que pour apprendre à connaître des personnes, il faut aussi voir ce qu'ils publient. Donc ça m'a aidé à constituer ce réseau, mais qui est aujourd'hui un réseau physique plutôt local. Et si tu devais résumer et donner des conseils sur le développement de clientèle, quelles clés, quels moyens te semblent les plus importants pour le développement de clientèle quand on se met à son compte, mais aussi si on a envie de développer un autre type de clientèle? Alors, je pense qu'il faut vraiment se positionner avec sa casquette entrepreneur. On est entrepreneur, qu'on le veuille ou non. Et à ce titre-là, la réflexion sera vraiment celle quasiment de réfléchir à un business canvas. Donc avec quelle est ma cible de clientèle et par quels moyens je vais pouvoir l'acquérir. Donc si ma clientèle est présente sur les réseaux sociaux, alors à ce moment-là, on n'y coupe pas, il va falloir investir sur les réseaux sociaux. En revanche, si j'ai une clientèle ultra locale, qui n'a pas accès à Internet, ça ne servira à rien d'aller sur les réseaux sociaux, mais en revanche de se concentrer sur les réseaux physiques locaux. Donc je pense que c'est vraiment primordial de définir sa cible et ensuite seulement de choisir le moyen, le canal d'acquisition le plus adapté. Et tu parlais de business model Canva, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est pour nos auditeurs?
Alors le business model Canva, donc c'est un tableau qui permet de renseigner justement ces diverses informations sur comment je vais développer mon entreprise. Donc quelle est ma cible, comment je vais l'acquérir et comment je vais facturer pour rendre rentable mon entreprise, mon cabinet en l'occurrence. Voilà, et c'est un document qu'on trouve de façon très accessible sur Internet. On mettra un lien dans les notes de l'épisode. Est-ce que tu recommandes sur la partie site internet, réseaux sociaux, etc., enfin, communication au sens large, de se faire accompagner? Ah oui, je pense que c'est vraiment indispensable parce que on n'a pas toutes ces compétences et même si on pouvait les acquérir, ça demande quand même beaucoup de temps. Donc après, il faut se poser la question de qu'est-ce que je délègue, qu'est-ce que je peux garder et de faire une balance coût-avantage. Mais je pense qu'il faut pas négliger l'accompagnement par rapport au site internet, ne serait-ce que en termes de référencement tout seul, on peut pas faire grand-chose. Surtout qu'aujourd'hui, il existe quand même des outils digitalisés aussi pour la création de sites internet et moi je suis passée par une agence qui a fait ça vraiment à moindre coût et qui m'assure le référencement contre un paiement mensuel, qui sont ultra réactifs dès qu'il s'agit de mettre à jour le site internet, de faire une modification, c'est fait dans la journée. Après ce sera sur est-ce qu'on fait appel à un rédacteur web ou pas. Est-ce que par rapport à l'animation des réseaux sociaux, je me rends compte que ma cible est sur tel réseau, mais alors vraiment, moi, j'ai pas du tout envie de passer du temps à m'investir, à ce moment-là, peut-être prendre les services d'un community manager. Donc voilà, il faut poser ça sur le papier, voir où sont nos forces, nos faiblesses, les coûts, les avantages, et puis prendre les décisions, mais se faire accompagner dans tous les cas, c'est primordial. Et donc toi, ta volonté, quand tu t'es mise à ton compte, c'était de créer un cabinet 100% digital. Pourquoi ce choix-là et comment est-ce que ça se matérialise en pratique? Est-ce que tu es arrivée au 100% digital ou pas? Alors justement, ça se dématérialise. J'ai vraiment un cabinet dans la poche, c'est-à-dire que j'ai un logiciel sur lequel figurent tous mes dossiers. Je n'ai absolument aucun dossier papier dans mon bureau. Donc ça, je pense que c'est la première pierre qui fait que j'ai un cabinet plutôt dématérialisé que digitalisé. Après, la digitalisation, elle se fait en fait finalement via mon site internet qui va permettre non seulement donc de prendre des rendez-vous en ligne. Alors, j'avais testé pendant quelques mois le paiement en ligne des packs, mais en fait, les clients ont besoin quand même d'avoir un premier contact avec moi. Donc, je propose toujours un rendez-vous gratuit de 15 minutes pour avoir ce contact et ensuite seulement adresser une lettre de mission si la personne veut effectivement souscrire à mon accompagnement. Mais en tout cas, la digitalisation ou la numérisation, elle se fait vraiment pour le cabinet 100% dématérialisé et pour la relation client qui sera très facilitée par les moyens de communication, on va dire entre guillemets modernes, mais sur WhatsApp, sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est sur ces outils-là qui permettent aux clients de m'avoir rapidement et sur cette relation client qui peut être vraiment facilitée par quelques outils à mettre en place. Tu parlais de cet outil que tu utilises pour la gestion de tes dossiers, enfin que tu as cette application. Quel outil tu utilises? Alors le logiciel métier que j'utilise, c'est Adapts, qui permet vraiment de générer les dossiers, d'avoir la boîte mail intégrée et donc en un clic d'intégrer tel mail qui arrive dans tel dossier. Et quand j'ouvre le dossier, donc j'ai vraiment tous les mails qui sont là, qui permettent d'intégrer très facilement les documents. Donc j'ai vraiment l'arborescence par dossier, comme si j'avais des cotes papier en fait, mais tout est présenté de façon très claire. Alors après, il y a des choses qui sont encore perfectibles parce que au quotidien, moi j'utilise évidemment beaucoup le téléphone et la prise de rendez-vous avec Calendly qui permet d'automatiquement se caler, programmer un rendez-vous sur mon agenda en fonction de mes disponibilités et de se synchroniser réciproquement. On peut mettre un calendrier de disponibilité, par exemple que ça ne commence jamais avant 9h ou que le soir ça finisse toujours avant 19h. Donc ça, on peut programmer en fait des plages de disponibilité, mais ensuite ça synchronise vraiment par rapport à l'agenda tel qu'il est rempli. Donc ça, c'est absolument formidable et tous les clients à qui j'envoie le lien vers Calendly me disent mais c'est génial puisqu'on n'a pas besoin de passer 10 minutes au téléphone pour trouver une date qui corresponde. Ils prennent la date qui les arrange par rapport à mes disponibilités. Donc c'est rien à mettre en place. On n'a même pas besoin d'avoir un site internet. En fait, il suffit d'avoir une page Calendly, d'envoyer le lien au client et c'est un gain de temps vraiment énorme, je trouve.
Et sur Adapt, quelles autres fonctionnalités il y a dont tu te sers au quotidien et qui peuvent représenter un gain de temps? Alors, l'autre fonctionnalité que je vois, c'est l'outil de facturation et de suivi en fait des éléments à facturer. Parce que automatiquement, quand on ouvre un dossier, il y a un compteur qui se met en route et donc on peut très facilement enregistrer le temps effectivement passé dans chaque dossier. Donc après, on peut choisir que ce soit du temps dit facturable ou au contraire non facturable parce qu'on aura déjà un forfait de prévu. Mais ensuite, ça crée des éléments à facturer et donc on peut vraiment avoir un suivi très précis de la facturation et générer des factures en 2-3 clics. En termes de facturation, l'outil il est très efficace. Quels autres outils digitaux tu utilises? Tu utilises pas Zapier? Alors oui, Zapier, alors ça c'est en train d'être mis en place parce qu'effectivement, par exemple, l'idée c'est que quand une personne prend un rendez-vous sur le Calendly, si c'est une personne que je n'ai pas déjà enregistrée dans mes contacts, que automatiquement une fiche de nouveaux contacts se crée. Je pense qu'il faut quand même prendre ce temps à un moment donné de se poser, de dire voilà quels outils je mets en place, là où ça me fait perdre du temps, là où ça me fait gagner, et puis du coup qu'est-ce que je peux encore améliorer pour gagner en efficacité. Et donc vraiment là les outils numériques sont formidables par rapport à ça. Est-ce que tu utilises des outils de, entre guillemets, justice prédictive, même si ce terme est très débattu? J'ai intégré en fait le programme Jeunes Avocats de Predictis qui me permet pendant 1 an de tester l'outil et de voir ce que ça peut apporter à mon cabinet. Alors, l'outil est formidable. Sincèrement, voilà, ça permet d'éditer des rapports de jurisprudence quand on a une problématique donnée, etc. Donc, je trouve que pour quelqu'un qui fait beaucoup de judiciaire ou qui est beaucoup en précontentieux, qui s'interroge sur l'opportunité ou pas de faire un procès, ce sont vraiment des outils absolument formidables. Moi, au quotidien, j'avoue que je ne l'utilise pas si fréquemment que ça, parce que, vu ma pratique, j'ai moins recours à ces outils de justice dites prédictives. Et est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu plus, parce que ça peut intéresser aussi d'autres auditeurs qui se mettraient à leur compte, de ce programme de Préditis pour les avocats qui se lancent? Oui, bien sûr. Alors en fait, ce programme, il permet d'accéder à toutes les formations qui sont mises en ligne par Predictis, un livre blanc pour les cabinets qui se lancent, donc les programmes de formation liés vraiment à la création de cabinets, à la communication, au marketing, etc. Et surtout, le gros avantage, en fait, c'est que ça permet d'avoir un tarif extrêmement privilégié pendant les 2 premières années. La première année, c'est une réduction de 90%. Donc voilà, ça c'était un vrai coup de pouce quand je me suis lancée. Alors après, il faut en faire la demande, donc c'est eux qui acceptent ou pas en fonction du projet du cabinet, comment ils se positionnent en termes de numérique, etc. Et puis ils mettent en avant aussi les cabinets. Donc j'avais bénéficié notamment d'une interview qui a été publiée sur le blog de Predictis. Donc c'est un petit coup de pouce aussi pour se lancer. Donc vraiment, moi, je suis très très fan de leur façon de procéder pour faciliter l'installation des jeunes avocats. Je pense que c'est un coup de pouce qui n'est pas négligeable. Oui, c'est une vraie aide quand on se lance, je pense. Ah bah oui, clairement. Là, on parlait plus des outils que tu peux utiliser dans ton travail d'avocate au quotidien. Dans la relation avec tes clients, comment se passent tes rendez-vous clients? Est-ce que tu les fais principalement en visio? C'était que pendant le confinement ou est-ce que tu l'as aussi étendu de manière générale à toute période? Alors vraiment, ça continue et la grande majorité de mes rendez-vous a lieu en visio. Pour 2 raisons. Déjà parce que c'est facile et que on n'a pas à se déplacer, donc mine de rien, c'est quand même un gain de temps. Et puis parce que finalement, notamment grâce aux réseaux sociaux, parce que ça je sais que je l'aurais pas juste par la recommandation, j'ai des clients en fait de plus en plus un petit peu dans toute la France. Donc là, clairement, le déplacement n'est pas envisageable. Enfin, ce serait une perte de temps aussi bien pour eux que pour moi. Donc la visio, pour un premier rendez-vous client, c'est 9 cas sur 10. Mais en tout cas, soit par téléphone, soit par visio, le contact se fait bien. Quand on peut faire un rendez-vous au cabinet, je le fais aussi, hein, évidemment, j'en propose quand les personnes sont de Dijon, parce que, mine de rien, pour établir une relation de confiance, le fait de se voir aide. Mais la visio n'est pas un frein.
Et tu disais que ce sont les réseaux sociaux qui t'ont permis de développer une clientèle nationale et non plus locale. Donc, tu as vraiment vu la différence du fait de ton utilisation des réseaux sociaux et de ton investissement sur les réseaux sociaux? Alors complètement, puisque les réseaux sociaux, du coup, par définition, il n'y a pas de frontières, hein, donc on est vraiment sur une cible plutôt nationale. Donc il y a d'une part les réseaux sociaux par rapport à la communication que j'ai sur ces réseaux, et d'autre part au fait que les réseaux m'ont permis de faire des rencontres qui m'ont permis, elles, d'intégrer des communautés existantes sur Internet, notamment, par exemple, j'ai intégré en tant qu'avocate référente une communauté de mamans solo, et donc dans ce cadre-là, j'interviens lors d'ateliers juridiques en ligne, et derrière je peux avoir des demandes de prestations, d'intervention, d'accompagnement de personnes réparties dans toute la France. D'avoir discuté avec telle personne qui était en fait la créatrice de la communauté, bah ça m'a donné accès à l'entière communauté, et on parle de 25 000 personnes sur Facebook. Et c'est ça l'intérêt des réseaux sociaux, c'est que ça démultiplie la force de frappe. Et quelles sont tes perspectives de développement au niveau de ton cabinet? Quels nouveaux projets ou outils pour tes clients tu souhaiterais mettre en œuvre? Alors, ma perspective de développement pour 2021, ce sera vraiment d'automatiser un maximum la rédaction des contenus juridiques, des contrats. Et puis, je vais continuer vraiment à mettre en place des packs, à en développer des nouveaux. Et pour les vendre, à réaliser régulièrement des lives pour présenter telle ou telle thématique, et ensuite, derrière, vendre ces prestations-là. Donc voilà, ça va être les deux objectifs, travailler sur des prestations en forme de pack et sur l'automatisation pour gagner en efficacité. On parlait tout à l'heure de la communauté de mamans solo et des conseils juridiques que tu peux donner dans ce cadre-là. Je crois que tu as aussi un projet plus grand concernant ces sujets-là, donc est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors effectivement, je me suis rendu compte en intégrant cette communauté qu'il y avait un besoin du recours à l'avocat qui était très présent. Et en même temps, une difficulté économique en fait de pouvoir y recourir pour des personnes qui sont tout juste à la limite de l'aide juridictionnelle, mais qui ont quand même des charges de famille et des revenus pas très importants. Et donc, j'ai identifié une réponse possible pour, notamment là dans le cadre de la communauté des mamans solo, mais qui pourra peut-être se dupliquer à une plus grande échelle, avec une notion de coaching judiciaire. Ou dans des matières, donc je pense essentiellement aux matières qui touchent aux enfants pour la fixation du droit de visite et d'hébergement. Le recours à l'avocat n'est pas obligatoire, mais est certes conseillé parce que voilà, on a les clés pour rédiger une requête dans les bons termes ou y répondre de manière structurée, et ensuite pour accompagner lors de l'audience. Mais finalement, on s'est dit pourquoi pas donc développer un format de coaching judiciaire où j'interviendrai en 2 à 3 sessions, donc sur voilà comment rédiger la requête, quels éléments indiquer, etc., pour que la personne soit en mesure de façon autonome de préparer son dossier. Et ensuite, voilà comment se passera l'audience, ce qu'il faut dire, ce qu'il faut pas dire, voilà comment attirer l'attention du juge sur telle ou telle problématique que vous avez envie de mettre en avant. Et du coup, de mutualiser en fait ce coût de coaching en le proposant à 3 ou 4 personnes en même temps qui seront sur des problématiques assez similaires et sur un pas de temps pareil assez similaire. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui va être mis en place dans les semaines à venir. Tu as, ça fait le lien avec ma prochaine question, tu as créé également, comme je disais en intro, le réseau 1900, qui est un réseau de femmes avocates. Est-ce que tu peux nous en parler, nous expliquer ce que c'est et ce qui t'a conduit à créer ce réseau-là? En fait, l'idée est venue pendant le confinement, justement en parallèle de mon installation seule, à titre indépendant. Je ne voulais pas non plus me retrouver isolée. En plus de ça, donc j'avais eu des conversations vraiment très bienveillantes et très constructives avec certaines consoeurs sur les réseaux sociaux et notamment Instagram. Et puis, depuis plus d'1 an, je suis toujours d'ailleurs adhérente d'une collective de femmes à Dijon. Et les événements auxquels j'avais participé m'avaient vraiment animée. Et donc du coup, j'ai eu cette idée à un moment donné de l'appliquer vraiment au réseau d'avocates. J'ai notamment fait la rencontre de Christine Méjean, donc avocate à Paris, et elle a été très enthousiasmée par ce projet puisque elle-même avait déjà créé depuis quelques années les rendez-vous des avocates qui sont devenus les rendez-vous de l'Interpro au féminin, donc sur Paris.
Donc toutes les deux, voilà, on a dit allez, on y va, on crée ce réseau et le réseau a été lancé entre guillemets officiellement cet été. Et donc voilà, les missions de ce réseau sont la première de se mettre en réseau justement entre avocates qui partageons ces valeurs. La deuxième mission qu'on s'est donnée, c'est de mettre en avant nos adhérentes, donc de communiquer en faisant des portraits de nos adhérentes. La troisième mission qu'on s'est donnée, c'est de monter en compétences collectivement. Et pour réaliser cette mission, on organise une fois par mois, depuis septembre, des webinars avec des intervenantes extérieures de qualité sur des problématiques assez variées, mais des problématiques qui généralement ne sont pas abordées en tant que telles dans des formats courts pour les avocates. Donc par exemple, on a eu Muriel de Saint-Sauveur qui est intervenue sur la problématique du leadership au féminin en tant qu'avocate. Donc on était vraiment sur une question de pitch, de posture, aussi bien physique que de présentation verbale. On a eu Joséphine Lechat sur justement Instagram. Comment bien s'en servir pour le développement de sa clientèle. Voilà, donc on essaie vraiment de varier les intervenantes et les sujets. Et la dernière mission qu'on s'est donnée, donc ça ce sera plutôt un objectif 2021, c'est de sensibiliser donc aux problématiques spécifiques en tant que femme avocate dans la profession. Donc voilà, par rapport aux missions et à tout ce qu'on a déjà mis en œuvre avec ce réseau. Et qu'est-ce qui a fait que vous avez souhaité que ça soit ouvert qu'aux femmes ? Alors là, on est vraiment sur une volonté de créer une sororité, un espace réservé aux femmes pour qu'elles puissent s'exprimer vraiment sans retenue et en toute confiance. D'avoir eu cette expérience dans la collective justement de femmes à Dijon, je me suis rendu compte que les échanges n'étaient pas les mêmes quand il y a des hommes et quand on est qu'entre femmes. Qu'est-ce qui change ? Une facilité de parler, on n'a pas ce regard de l'autre en fait qui pèse sur nous. Et je pense vraiment qu'il y a une libération de la parole qui se fait dans ce cadre, dans le cadre de sororité. Et en plus de ça, on a une compréhension encore plus efficace des problématiques respectives. Et quelles ont été les réactions par rapport à la création d'un réseau exclusivement féminin ? Est-ce que c'est quelque chose qui a pu vous être reproché ? Alors, globalement, non. Les quelques retours peut-être négatifs qu'on a pu avoir venaient de femmes, assez bizarrement. Voilà, mais globalement, non. Est-ce qu'il y a eu déjà des rencontres physiques ou est-ce que pour l'instant, ça n'a été que des rencontres virtuelles ? Alors pour le moment, on est en 100% virtuel pour le coup. En fait, il y a deux raisons. Il y a d'une part, c'est des situations de confinement qui font que ça rendait les déplacements quand même plus compliqués. Et puis aussi du fait de l'éloignement en fait de chacune, puisque c'est un réseau qui a tout de suite eu vocation à se développer sur tout le territoire de la France, et donc du coup c'est compliqué d'organiser des rencontres, ou alors on en exclurait d'office. Donc finalement pour le moment, pour apprendre à se connaître, le virtuel fonctionne très bien, et donc c'est pour ça qu'on a mis en place au mois de novembre 2 ateliers, alors dits de co-développement, mais sont plutôt des moments qui permettent de faire connaissance tout simplement, et de parler de sa priorité du moment par rapport au développement de son cabinet. Tu disais ce qu'on appelle des ateliers de co-développement, mais finalement c'est des rencontres plus où chacun exprime ses priorités, etc. Oui, alors effectivement, comme justement on doit créer du lien, donc la priorité c'était vraiment de faire connaissance et de créer du lien. Donc déjà de raconter un tout petit peu son parcours en fait, où on en est par rapport à son activité. Et puis ensuite sur les problématiques, ça nous a permis déjà de déterminer en fait un certain nombre de points communs. Petite parenthèse, le co-développement c'est vraiment une méthodologie bien particulière avec un certain nombre d'étapes, de procédés à respecter, et c'est pas juste un groupe de parole ou un espace d'échange, et c'est l'application de cette méthodologie qui en fait permet d'aboutir à des résultats qui sont assez impressionnants avec un plan d'action, etc. à l'issue. Je pense que c'est important de le préciser. Et sur quelle note tu voudrais terminer cette interview ? Sur une note d'espoir ? Toujours rester optimiste, parce que je sais que on a quand même une profession avec de nombreux confrères et consorts en souffrance. Donc je pense que c'est pas une situation qu'on doit accepter, mais au contraire qu'on doit prendre à bras le corps, être proactif et vraiment innover et changer pour faire perdurer notre métier et pour mieux le vivre.
Donc voilà, être fidèle à ses valeurs, à innover et rester optimiste. Et puis quand même aussi, petit message peut-être à faire passer quand on parle d'entrepreneuriat, quand on parle d'innovation, on n'oublie pas qu'on est quand même avant tout avocat et qu'on a le droit et même l'obligation aujourd'hui d'interpeller et d'agir contre des lois liberticides et contre tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui de façon politique et qui atteignent directement les droits les plus fondamentaux de tous les citoyens. Merci beaucoup Jessica, merci pour nos échanges. Je te souhaite beaucoup de réussite dans le développement de ton activité. Merci à toi de m'avoir donné cette opportunité de m'exprimer aussi longuement. Donc j'espère que les auditeurs auront écouté jusqu'au bout parce que je pense que les derniers messages étaient quand même importants. Et puis voilà, en tout cas, c'est un grand plaisir d'avoir enregistré ce podcast avec toi parce que c'est aussi novateur et donc ça correspond tout à fait à ma vision des choses. Merci beaucoup Jessica, à bientôt. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours sur cet épisode, me dire si ça vous a aidé, si vous trouvez que c'est intéressant, si le format vous plaît. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à me mettre une très bonne note, de préférence 5 étoiles sur iTunes, ça m'aidera beaucoup, et à parler du podcast autour de vous. Si vous avez des questions, ou si vous voulez donner votre avis, ou si vous avez envie de partager votre point de vue sur tous ces sujets d'innovation, n'hésitez pas, vous pouvez le faire sur les pages du vent sous la robe sur les réseaux, donc il y a une page sur Instagram, une page sur Twitter, une page sur LinkedIn, une page sur Facebook, et sinon sur le site internet, sur la page dédiée à chaque épisode, vous avez la possibilité de laisser des commentaires. C'est vraiment fait pour ça peut être très intéressant de débattre sur ces sujets, donc n'hésitez pas. Et sinon je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode. À bientôt!